Alors, bonsoir tout le monde. Je suis contente de parler à beaucoup de gens. Moi, j'aime ça. Alors, j'ai une voix qui porte, donc normalement, ça devrait bien fonctionner. Je suis un peu comme Madame la mairesse. Donc, moi, c'est Fabienne Mathieu. En fait, je suis urbaniste, je suis architecte et j'ai une maîtrise en environnement. Je travaille pour une firme qui s'appelle Écogestion Solutions, qui est une firme d'urbanisme un peu particulière, c'est-à-dire que nous ne faisons que de l'urbanisme environnemental. Donc, nous ne travaillons que sur des projets qui ont de grands enjeux de conservation par rapport à des qualités de milieux naturels un peu exceptionnels ou particuliers. Donc, voilà. Alors, j'ai été mandatée, en fait, depuis 2 ans et demi déjà par les aménagements de la rivière pour travailler sur le projet. Le projet, c'est un projet complexe en raison de sa situation géographique. Ah bon, je vais en parler tout à l'heure, mais ce que je voulais surtout vous insister auprès de vous, c'est qu'en fait, ce projet-là, on en parle, et vous devez le savoir, depuis à peu près 25 ans, 30 ans? 31 ans. Très précis. Moi, je suis pas là-dedans depuis 31 ans. Là. Moi, ça fait juste 2 ans et demi, mais c'est déjà beaucoup. Donc, on est à une étape cruciale. Comme Madame la mairesse l'a dit, normalement, dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, on a ce qu'on appelle des consultations publiques officielles, qui arrivent en plein milieu du processus, quand le projet est presque tout cané, puis que le règlement a été écrit. La démarche qu'on fait ici aujourd'hui, c'est plus une démarche qui est de la vraie consultation, c'est-à-dire qu'on vient vous montrer les caractéristiques du site, on vient vous montrer ce qui a été pensé comme projet en fonction des règlements existants, pour aussi vous demander vos avis, vos suggestions, avoir vos commentaires. OK? Donc, on n'est pas en fin de processus. On est comme au début du processus. Après ça, le CCU va embarquer, le conseil municipal va embarquer, il va y avoir une vraie consultation publique qui sera moins intéressante que celle-ci, croyez-moi, parce que là, on va juste vous parler de règlement, ça c'est plat. Bon, on y va? OK, on y va. Alors, la présentation, je pense que ça va être environ 40 minutes, là, pour vous laisser au moins un bon 20 minutes de questions. Elle est divisée en 3 parties. Est-ce que vous voyez où je cache l'écran? Ça va? Sinon, je peux m'asseoir. Au fond, je cacherai peut-être moins. Mais ta voix va moins porter. Oui, mais ma voix va m'importer. Vous avez raison. Donc, je vais rester debout. Donc, la première partie, je vais vous localiser, je vais vous faire une mise en contexte du site. Ensuite, on va faire un survol réglementaire de ce qui est existant. Parce qu'on a quand même travaillé avec un règlement existant pour vous présenter le projet aujourd'hui. Donc, je vais vous exposer les particularités du règlement actuel. Après ça, on va passer au concept de développement comme tel, où on va parler donc de tout en détail, les activités, les aménagements, ce qui est prévu, etc., etc. On y va. Alors, en fait, le site, c'est ce que vous voyez, l'espèce de rectangle ou carré jaune, OK? Donc, ce n'est pas toute la pointe comme telle. Le projet que je vous ai présenté aujourd'hui concerne les terrains des aménagements de la rivière. Ce sont les 3 là que vous voyez en rouge, OK? Il y a une particularité aussi qui est importante aussi de savoir. Toute la rive que vous voyez, les terrains qui sont, les numéros de là qui sont bleus, ce sont des propriétés qui appartiennent à Rio Tinto. D'accord? Comme bien des rives autour du lac, là, vous le savez. Donc, Rio Tinto va aussi être concerné un peu par le projet. Ils sont déjà au courant, ils ont vu le projet. Mais donc, c'est vraiment ce carré-là qui est concerné par le projet. Ça va? On parle d'une superficie de 77 hectares. C'est quand même gros, hein? C'est énorme. Ça vous donne une idée du site. C'est des photos que M. Boucher a prises de son petit avion. C'est un site exceptionnel. Okay? C'est un milieu humide qui est très bien préservé. On peut y aller. Différentes ambiances. On retrouve à la fois des forêts anciennes à l'état naturel. On retrouve des anciennes friches agricoles. On retrouve de la sylviculture, donc des forêts plantées. D'accord? Donc, on a une grande variété d'ambiances. Potentiel et contraintes. Donc, nous, quand on travaille en urbanisme environnemental, la première des choses qu'on fait, là, c'est analyser le terrain en détail. Quand je parle d'analyser le terrain en détail, je vais parler de tout ce qui est milieu humide, milieu hydrique, tous les cours d'eau, tous les types de végétaux, même au niveau des animaux, la faune qu'on retrouve sur le site.
On va vraiment étudier ça. Et on va aussi faire un relevé de tous les usages existants. Moi, le terrain, je l'ai marché au moins 10 fois, été comme hiver. En raquette, peut-être que j'ai rencontré des gens qui sont dans la salle aujourd'hui. Je l'ai marché pour même identifier tous les sentiers de raquettes que vous avez, là. On a tout fait ça. Alors, la grande particularité du site, la carte que vous voyez là, qu'est-ce que vous voyez? C'est une grosse tache verte, hein? Ben, ce sont des milieux humides. Et la raison pour laquelle le projet a pris un virage complètement différent des développements traditionnels, c'est que depuis 2020, le gouvernement du Québec a adopté ce qu'on appelle la loi sur la protection des milieux humides et hydriques. Maintenant, c'est fini. On ne peut plus faire ce qu'on veut dans les milieux humides et hydriques. Il faut vraiment avoir ce qu'on appelle un CA22, c'est-à-dire une autorisation du gouvernement qui est sujette à payer des compensations. Je vous en reparlerai un peu tantôt. Donc, dépendamment de l'intensité de l'activité que vous voulez faire dans un milieu humide ou hydrique, ben, autorisation, évaluation de la perte écologique et paiement d'une compensation pour ça. Ça, c'est une grande surprise pour les propriétaires du site. Parce que dans leur tête, eux, ils avaient un lot qu'ils pouvaient développer dans son entier. Et en réalité, si vous voyez, là, il ne reste pas beaucoup de vert foncé. Hein? Ce que vous voyez en bleu, c'est ce qu'on appelle la bande riveraine. La bande riveraine, d'ailleurs, c'est les propriétés de Rio Tinto en grande partie, c'est la limite des hautes eaux. C'est-à-dire jusqu'où le cours d'eau, que ce soit la rivière, je ne vous ai pas dit rivière à l'Ours, rivière à Chouamouchouane, hein, vous connaissez tous le secteur, je n'ai pas besoin de vous localiser des deux rivières, je suis certaine que vous les connaissez. Donc, vous voyez que la ligne bleue, là, la ligne bleue foncée, là, elle empiète déjà en grande partie sur le terrain. Vous ne pouvez pas traverser cette ligne-là. Vous avez même une distance à respecter. Je n'ai pas besoin d'aller, vous comprenez tout ce que je dis. OK, ça va. Donc, en fait, là, en termes de zone constructive conventionnelle, je dirais, ben, il n'y en a presque pas. C'est même pas 3-4% du site dans son ensemble. Mais par contre, il y a quand même moyen de faire quelque chose. On continue. Bon, autre particularité importante à savoir, avant, le terrain était zoné agricole permanent. Pas besoin de vous expliquer c'est quoi une zone agricole permanente. C'est voué à l'agriculture, point final. OK? Les promoteurs, il y a une dizaine d'années, 10 ou 15 ans, ont fait une demande à la CPTAQ pour faire dézoner le site pour pouvoir faire un développement. À l'époque, dans leur tête, c'était plus un développement comme on en voit un peu partout, là, avec des rues et des petites maisons là, individuelles. Bon. Et la CPTAQ, ce qu'elle a dit, c'est que ce qu'elle a accepté, c'est seulement la bande que vous voyez en orange, assurée. Donc, elle a accepté de dézoner une bande de 200 mètres à partir de la limite des eaux, des lots. Ça, c'est particulier, je vais l'expliquer. Donc, ce qui est dézoné, c'est ça. D'accord? Mais si vous revenez à la carte d'en arrière, là, à l'intérieur de ça, là, ça a monté des eaux. Fabienne, je veux juste mettre une particularité. Quand moi, j'ai demandé la première fois un plan d'aménagement avec un urbaniste, mais pas en environnement, dans ce temps-là, on n'avait pas les milieux humides. Moi, je travaillais au milieu de la pièce, parce que je ne voulais pas bouger, parce que je ne voulais pas toucher au bord de lac, si on ne devrait jamais toucher un bord de lac, mais ils ont dézoné la CPTAQ le bord de lac. Mais voyez-vous, c'est tout. Donc, ils ont dézoné ça. Pour faire des maisons. Mais déjà, à l'intérieur de ça, on peut pratiquement rien faire. C'est assez particulier. Mais maintenant, de toute façon, il n'est pas question de revenir en arrière. En plus, quand on ajoute la loi sur la protection des milieux humides, donc vous voyez l'ensemble des contraintes qui sont associées à ce site-là. Je suis OK. Ah, c'est 140 mètres la bande ici qui est là. 140 mètres. J'ai dit 200, mais c'est pas 200, c'est 140. OK, on continue. Alors, ça, c'est un petit peu une carte qui illustre ce qu'on retrouve sur le site actuellement. OK? Donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur le site actuellement? Bien, un grand atout, bien sûr, c'est la présence de la véloroute des Bleuets. D'un point de vue récréo-touristique, l'attractivité, c'est important, c'est un bel achalandage. OK?
Ce qu'on retrouve aussi également sur le site, c'est beaucoup de sentiers de randonnée. Je vous ai dit qu'on les avait marchés, là. Il y a quand même beaucoup d'accès. Bon, ce qu'on retrouve maintenant autour du site, l'île Michel-Ange. C'est un attrait, vous le savez, au niveau des bateaux, au niveau de toutes les activités en lien avec la rivière Ashwaubenon, qui est très intéressant d'un point de vue que ça soit panoramique, que ça soit accès à la rivière, canot, kayak. Donc, en fait, on retrouve aussi des activités de trapage sur le site, puis des activités de pêche sur glace. Il y a quand même déjà une bonne quantité d'activités existantes. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Des particularités. Je pense que je viens d'oublier. Donc, on peut y aller à la suivante, on continue. Bon, alors, potentiel écologique et terrestre. Je vous l'ai dit, 85% de la superficie du site est en milieu humide. Je présente cependant, oui, une petite nuance. Tous les milieux humides n'ont pas la même valeur écologique. D'accord? Dépendamment que vous êtes dans un marais, un marécage, une tourbière, ça a une valeur écologique différente. Actuellement, on n'est pas capable, on sait que ce sont des milieux humides, mais la caractérisation, le site est tellement grand et ça coûte cher, faire des caractérisations écologiques. On sait que ce sont des milieux humides, mais on ne connaît pas la valeur écologique réelle. Ça va être une étape subséquente dans le projet. Les endroits où on va devoir mettre des routes, des chemins, des bâtiments, il va falloir qu'on refasse une carac, que le ministère soit, quand je dis carac, c'est caractérisation écologique, là, c'est pour que le ministère soit capable de fixer la valeur de la compensation financière que le promoteur va devoir payer pour pouvoir construire. OK? Au niveau forestier maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une grande partie de la section nord-ouest, cette partie ici, là, elle est occupée par un peuplement forestier qui a plus de 70 ans. On commence à avoir vraiment, là, on est à la limite des forêts anciennes. Donc, au niveau encore environnemental, c'est très intéressant. Combiné au caractère humide du sol, ce secteur présente une valeur écologique intéressante. La partie nord-ouest, quant à elle, constituée ici, la partie nord-ouest, j'essaie de ne pas cacher, la partie nord-ouest est ici. Ici, on est plus en secteur de friche agricole. OK, on y va, on continue. Oui. Un peu plus fort? OK, super. Je vais monter le... Tu vois? Je vais monter le diapason. OK. La rivière Ashwaubenon, elle est... Bon, c'est une rivière qui bénéficie d'un statut de protection parce qu'elle constitue une aire protégée pour la Wanani. Je ne sais pas si vous le saviez, là, mais la rivière Ashwaubenon, elle est vraiment protégée, elle a un statut de protection particulier. Il faut dire qu'il est respecté par tous, on n'embarquera pas dans le débat, mais bon. Normalement, la loi dit que... Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'usages, beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire dans la rivière à cause, justement, que c'est une aire protégée pour la Wanani. Cependant, elle a un faible tenant d'eau. On sait qu'ici, là, les bateaux ne passent pas. Ici, il y a des canots, kayaks, des motomarines, mais il n'y a plus de bateaux. Donc, il y a un très faible mouvement d'eau dans cette section-ci de la rivière. Oui, j'ai oublié la motoneige aussi. Il y a quand même beaucoup d'activités de motoneige parce que la piste de motoneige, elle passe de ce côté-là aussi. Ça fait un bon potentiel récréotouristique. Maintenant, particularité, la rivière à l'ours. Bon, la rivière à l'ours, elle a été malheureusement en grande partie déboisée pour des activités agricoles. Donc, la rivière à l'ours, son état, des fois, là, au niveau des sédiments, pas toujours impeccable. Mais par contre, elle a quand même encore, elle aussi, un beau potentiel récréotouristique, surtout dans cette partie-là. Et je sais qu'il y a des bateaux, il y a des kayaks, il y a des motomarines qui passent. Donc, il y a quand même un grand intérêt. Alors, il y a quelques petits cours d'eau sur le site dont il faut tenir compte. Parce que même si les principaux cours d'eau, c'est celui-là, la loi sur la protection des milieux humides et hydriques s'applique également aux petits cours d'eau. Donc, vous voyez, il y a celui-ci qui est identifié, puis celui-là qui est identifié. Les autres que vous avez, c'est des fossés.
Donc, ce n'est pas considéré comme des cours d'eau. Alors, la réglementation. Je ne veux pas vous assommer avec la réglementation, mais dans ce cas-ci, j'ai insisté parce qu'un PAE, c'est un plan d'aménagement d'ensemble. Ça a une particularité, ça, que je veux que vous compreniez. En fait, un PAE, c'est un règlement qu'on appelle discrétionnaire. Donc, pour pouvoir mettre en œuvre un projet, avoir des permis de construction à l'intérieur d'un PAE, il faut obligatoirement que le CCU se prononce, analyse le projet et se prononce sur la recevabilité, si on veut, la conformité du projet. Okay? Après ça, le conseil municipal adopte la recommandation du CCU et après ça, ils doivent adopter un règlement. Et c'est le plan d'aménagement qui va faire foi de règlement. Cependant, il y a quand même des choses à l'intérieur du plan d'urbanisme actuel. Parce que quand on parle d'un règlement discrétionnaire, bien, il faut qu'à l'intérieur, le conseil ait décidé, si on veut, des grands objectifs et des orientations qu'il veut donner à cette zone-là. Au fond, le principe du PAE, c'est un mécanisme un peu plus souple qu'un règlement de zonage, lotissement, construction, etc., qui a été mis en place à l'intérieur de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour permettre, si on veut, au conseil municipal et aux hommes politiques de dire, bien, on a une vision d'aménagement pour ce secteur-là, mais par contre, c'est pas très précis. On va laisser au promoteur le soin d'étudier son site puis nous faire des propositions, mais en respectant les objectifs et les critères. C'est pour ça que j'insiste, parce que on n'est pas parti de rien, on est parti du terrain, de ses caractéristiques, mais on est aussi parti de ce qu'il y avait dans le plan d'urbanisme de la ville, c'est-à-dire les objectifs et les critères que la ville a adoptés quand elle a adopté son plan. Bon. Donc, la zone concernée, au fond, c'est la pointe c'est la zone ici. Ça, ce que vous voyez, c'est un extrait du schéma d'aménagement de la MRC. Okay, donc, vous voyez qu'on est dans des zones qui sont agricoles et forestières. On peut y aller à la suivante. Bon, ça, c'est le schéma d'aménagement de la MRC Domaine de Rouen. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur du schéma? On trouve une zone orange, la pointe ici. Qu'est-ce que ça nous dit? Grandes affectations recommandées pour le secteur. On est dans une zone d'affectation de villégiature. D'accord? C'est ce qui est permis actuellement au niveau du schéma et au niveau des règlements de zonage. Actuellement, ce qui est permis, c'est tout ce qui est fonction agricole, fonction forestière, mais aussi la fonction de villégiature. Bien qu'ils ne peuvent pas en construire de villégiature actuellement parce que le PAE n'est pas adopté. Donc, c'est un usage, si on veut, qui était une volonté, mais qui ne peut pas être concrétisé sans l'adoption du PAE. On sait aussi que c'est une stratégie d'intervention particulière que je vais vous expliquer. La présence de nombreux... Ça, c'est un extrait du schéma que je vous lis. La présence de nombreux lacs et de cours d'eau sur le territoire avec une forte demande de gîtes touristiques incite la MRC à ouvrir un nouveau créneau axé sur la villégiature locative ou en copropriété, et cela en complément au type de villégiature privée, s'étant toujours développé dans la région. Donc déjà là, on sent une tendance qui se dessine à l'intérieur du schéma. On parle d'un nouveau type de villégiature. Villégiature conventionnelle, comme ils disent dans la région, ben, c'est ce qu'on connaît, là, les terrains individuels avec chacun son petit chalet et, collé à l'eau. Bon, ça, c'est un nouveau type qui veulent axer donc vraiment sur la copropriété et la location. On continue. Alors, ça, c'est un extrait de ce qui est affecté. On peut passer, je l'ai dit. Ça, c'est là, on est dans le zonage de la ville. Donc, on descend d'une échelle, là, on passe la MRC, on passe à la municipalité. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le zonage de la ville? Donc, on trouve une utilisation du sol agricole et forestière et on retrouve également à l'intérieur zone de la rivière Ouananiche à protéger. Particularité, la délimitation
PAE. Donc, vous voyez, là, c'est la ligne rouge ici, ça c'est la limite du PAE. Ça, c'est l'identification de la zone à protéger au niveau de la rivière Ashwaubenon. Je pense que c'est tout. OK. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit dans le plan d'urbanisme pour cette zone-là? Je vais le dire avec le secteur de la villégiature, dans le prolongement de la rue de la rivière, devrait faire l'objet, avant tout développement, d'un dépôt et d'une acceptation par le conseil municipal d'un PAE. Ce plan d'aménagement d'ensemble devra mettre en valeur les caractéristiques du secteur en précisant le tracé et l'impact des voies de circulation projetées, les usages et les densités d'occupation, le lotissement prévisible, de même que les normes architecturales qui devront être suivies. Également, ce plan d'aménagement d'ensemble devra prévoir la mise en place d'accès public sur les berges du lac Saint-Jean et sur la rivière Ashwaubenon. C'est ce qui est écrit dans le règlement. OK? Alors, il y a quand même, parce qu'on est obligé, en vertu de la loi, d'autoriser au moins un usage dans une zone. Ce qui est actuellement autorisé, mais je vous ai dit que ce n'est pas faisable, c'est la résidence unifamiliale. Et on ne peut pas en construire. C'est comme je vous dis, là, c'est un compromis qui fait en sorte qu'on reporte dans le temps qu'est-ce qu'on veut comme vision pour le site. OK, on peut continuer. Bon, encore un extrait du règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble. Éléments déterminants intégrés au concept. Les vues panoramiques. Facilité d'accès en toute saison. Intimité, quiétude. Investissement. Favoriser l'insertion du projet dans le milieu naturel. Au niveau de la protection du site maintenant, le projet de PAE doit tenir compte des éléments caractéristiques du site et de la mise en valeur de la rivière. Les attentes à l'égard des aménagements de villégiature, on a, bon, pour les aménagements et les constructions, préserver les caractéristiques suivantes, la vue sur la rivière, les caractères des berges, la végétation, la configuration de la pointe. Pour les villégiateurs et le public, préserver les accès visuels et ou physiques avec les éléments caractéristiques du site. OK? Là, ça, ce sont plus des extraits de règlements dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire que pour construire une rue, il faut être à 60 mètres d'un cours d'eau. Évidemment, rivière à l'ours, puis rivière à Ashwaubenon ici. Vous imaginez, 60 mètres, on a 140 mètres de dézoné, puis on doit déjà se mettre à 60 mètres en plus. Ça n'a pas de sens. C'est un casse-tête, là. C'est le règlement, là. C'est un casse-tête. Oui. Oh, c'est gentil, merci, c'est bien gentil. Bon, dispositions applicables à la protection des rives. Bon, c'est toujours des distances qu'il faut respecter. Donc, on va de plus en plus loin, et plus on va loin, bien plus on tourne dans la zone agricole où on peut rien faire. Alors vous allez dire, ben, qu'est-ce qu'elle a réussi à faire dans tout ça? Mais là, ça va être la surprise. En fait, pour faire quelque chose dans tout ça, il faut faire de l'urbanisme environnemental. Il faut revoir complètement nos façons de concevoir un développement. Il faut partir de la nature puis travailler avec la nature. Au lieu d'imposer des rues, au lieu d'imposer des chemins, au lieu d'imposer des conduites, au lieu d'imposer des poteaux électriques, ben, on va travailler avec ce qu'on peut avoir dans la nature, puis on va s'ajuster à ça. C'est vraiment ça la démarche qu'on a faite. C'est la MRC qui m'a référé à elle, parce que c'est la meilleure personne. Oui, mais c'est le projet qui doit leur... Non, mais ils savent, la ville était là au conseil. Donc, OK, on y va dans les concepts. Alors, la vision du projet, ben, ce n'est pas un développement, c'est un parc qu'on veut faire. C'est un parc. C'est pour ça qu'on l'appelle, nous, l'écoparc de la pointe de la rivière à l'ours. D'accord? C'est le nom qu'on lui a donné. Et ce qu'on veut en faire, c'est un parc de conservation et de mise en valeur des milieux hydriques qui offre des activités récréatives, éducatives et de villégiature. C'est ça la vision du projet. Alors, les objectifs. On a 3 catégories d'objectifs qui viennent répondre à ce qu'il y a dans le règlement de la ville. Parce que n'oubliez pas qu'on doit respecter ça. Donc, on a des objectifs environnementaux, des objectifs économiques et des objectifs sociaux.
Gardez pas tout de suite la carte, je vais vous l'expliquer en détail, mais je veux que vous compreniez bien les objectifs avant. Alors, au niveau environnemental, donc, créer une zone de conservation avec un statut de protection permanent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'insiste sur le mot permanent, c'est que c'est facile de mettre une zone dans le zonage et dire « Ah, on met une zone de conservation ». Après ça, le conseil change. Après ça, excusez-moi, hein, les élus, ils savent qu'ils sont éphémères aussi. Et après ça, il y a d'autres enjeux qui arrivent. Puis, la zone de conservation, hein, on la change, on met un autre zonage. C'est bien d'avoir un zonage de conservation inscrit dans le règlement de zonage, mais des fois, c'est mieux d'aller encore un peu plus loin. Alors, mettre en valeur les potentiels naturels existants en fonction de leur valeur écologique. Minimiser l'impact du développement sur le site en optant pour des constructions écologiques et des modes d'implantation de moindre impact. Ça, je vais vous expliquer c'est quoi. Minimiser l'impact des infrastructures routières en reprenant le tracé des chemins et des sentiers existants. Pas en créer de nouveaux, là. On garde les chemins et les sentiers existants. Promouvoir une forme d'agriculture adaptée aux caractéristiques naturelles et aux enjeux des changements climatiques. Ça aussi, c'est une particularité, parce qu'aujourd'hui, avec les changements climatiques, vous êtes du monde qui entendait souvent parler de bois puis de forêt. Vous savez que nos forêts, avec les changements climatiques, elles sont très menacées, hein, avec le réchauffement. Les espèces, ça commence à devenir plus vulnérable, les insectes, les incendies. Donc, on opte maintenant pour des techniques de sylviculture un peu différentes de ce qu'on faisait avant, qui évoluent avec le temps, qui évoluent. Et là, il y a un potentiel forestier qui demeure intéressant dans ce secteur-ci. Il y a déjà de l'exploitation forestière. Bien, de l'exploitation. C'est pas exploité, mais ça a été planté. Et aussi, il y a un certain potentiel agricole au centre, dans des secteurs comme ici, où on est à l'extérieur des forêts, où il y a un potentiel au niveau de l'agriculture de type permaculture qui a été identifié, qui pourrait éventuellement se mettre en place. Mais ça, on reste dans le domaine de la foresterie et de l'agriculture où ça ne vous tracasse pas, ça ne doit pas vous tracasser beaucoup. C'est juste que c'est un peu avant-gardiste comme approche. Privilégier les déplacements actifs à travers le site en minimisant la place de l'automobile. Là, c'est là que vous allez trouver peut-être qu'on est sévère avec le nombre de cases de stationnement par rapport aux habitations, des choses comme ça, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que comprenez que chaque fois qu'on va imperméabiliser le milieu humide, ça va coûter autour de 20 $ le mètre carré avant de le construire. Parce que c'est une perte de milieu humide. Alors, moins on va intervenir, passer le bulldozer, couper des arbres, mettre de l'asphalte ou mettre du gravier, plus le projet devient réalisable juste d'un niveau financier. Sinon, il ne l'est pas. Il est irréalisable. OK, suivant. Les objectifs économiques. Donc, offrir des aires de détente et d'observation ainsi que différents types d'hébergement en support des activités récréo-touristiques. Il y en a déjà beaucoup, des activités de loisirs, des activités récréo-touristiques. Mais ce qu'on mise beaucoup, c'est sur la véloroute des Bouillés. C'est un accès extraordinaire avec une circulation déjà très importante. Ce sont souvent des gens qui sont sensibles justement au milieu naturel. Et un des problèmes de la véloroute, c'est qu'il n'y a presque pas de milieux humides qui ont été valorisés et mis en valeur autour de la véloroute. Or, l'éducation relative à la protection des milieux humides est très importante. Alors, avoir une boucle qui permettrait aux gens là, de venir accéder aux berges de la rivière à l'Ours, puis de la rivière à Chouamouchouade, de prendre connaissance de milieux humides. C'est nous, on rêve un peu, on voit des panneaux d'interprétation, on voit des activités qui peuvent être réalisées avec des organismes en fonction de la protection des rives et des berges. Donc, c'est un potentiel très intéressant de ce côté-là. On veut favoriser les pratiques d'activités aquatiques en protégeant la biodiversité. Vous verrez dans le projet, on a prévu un accès avec mise à l'eau, mais c'est toutes des embarcations, à part des petites motomarines, on prévoit, c'est vraiment là. Un peu comme ils font à
les box, l'autre côté à l'île, on voit les activités qu'ils font. Là. Ils ont des pédalos avec des glissades, des choses. Mais vraiment, pas de la grosse embarcation. Pas trop de motomarine. Pas trop de motomarine. Mais de toute façon, le tirando ne le permet pas. Oui, c'est ça. On est déjà de toute façon condamné avec le tirando, il n'y a pas assez de profondeur. Réimplanter des activités agricoles régénératrices, innovantes et adaptées au milieu, donc j'en ai parlé un peu ici, et offrir une nouvelle expérience aux cyclistes de le route des Bleuets par un détour sur les berges de la rivière à Chouamouchoir. Et au niveau social, sensibiliser les visiteurs à la biodiversité et à la vulnérabilité des milieux humides et riverains, offrir aux résidents du secteur la possibilité de continuer de bénéficier du site pour leurs activités quotidiennes de plein air. Ça aussi, c'est une volonté du promoteur de conserver ça. Je vais vous avouer un grand principe de conservation des milieux exceptionnels. Là. Plus les gens se l'approprient à des fins vouables, c'est-à-dire à des fins de récréation douce, mieux le milieu est protégé. Donc, continuez à faire de la raquette, du ski de fond, de la marche. Plus il y aura du monde sur le site, plus il a des chances d'être bien protégé. Pas par contre en VTT ni en motoneige n'importe où. Hein. C'est pour ça que j'ai dit. Parce que ça fait des saccages. OK, on y va, on continue. Et là, voilà le projet. Bon, alors, je vais commencer par... Je vous ai dit une chose, les voies d'accès. Hein? On commence par voir comment on peut développer des voies d'accès. Un grand intérêt, il y a quand même une voie d'accès qui est déjà existante sur le site. Et l'avantage de cette voie d'accès-là, c'est que ce n'est pas un milieu humide. Donc déjà là, en partant, on n'a pas trop de problème pour avoir notre rue principale, si on veut. Ça va? Alors, au niveau des fonctions maintenant, je vous ai parlé, on a vu que c'était une fonction de villégiature. D'accord? Vous savez qu'il y a une bande ici de 120 mètres. Nous handicapons jusqu'au séjour. On ne peut rien développer. Attends, on a un potentiel ici qui, même s'il est en milieu humide, nous permet de concevoir certains types de villégiature avec des particularités. En fait, ce sont des résidences qui peuvent être des résidences saisonnières ou des résidences permanentes et qui vont être très contraintes en termes d'aménagement et de superficie. Je vous expliquerai en détail. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'ici, on a une zone de résidentielle, appelons-la, résidentielle villégiature permanente, qui sont des petits plans intégrés. Donc, ce ne sont pas des lots individuels. Vous rappelez ce qui était marqué dans le schéma d'aménagement de la MRC, valoriser la copropriété, valoriser l'accès aux berges. Le fait de faire des plans intégrés ici, là, les gens, ils ont la vue sur la rivière, ils ont un accès commun à la rivière, mais leur flot ne va pas jusqu'à la rivière. De toute façon, on a les propriétés d'Alcan aussi, en grande partie. Nous, on travaille, on n'a pas demandé à Alcan de céder les terrains aux promoteurs. De toute façon, ça sert à rien, c'est pas constructif. On travaille donc, on travaille ici cette zone-là. Le reste des zones que vous voyez, on a la zone de conservation qui est au centre du terrain, à l'intérieur duquel, dépendamment des caractéristiques des milieux humides qu'on va trouver, on va peut-être faire un petit peu d'agriculture de type permaculture. C'est de l'agriculture biologique, là, c'est petit, là. Hein? Vous savez, c'est quoi la permaculture? Comme je vous expliquer. Bon. Et que, de l'autre côté, maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve? Là, c'est vraiment de la villégiature plus pure, de type locatif. Avec des grappes qu'on appelle de mini-chalets. Ça va? Ici, on va avoir un système potentiel, un potentiel raccordement à l'aqueduc, OK? Système de traitement collectif, semi-collectif, d'accord, au niveau des eaux usées. Ici, par contre, au niveau de l'eau, on ne pense pas être capable d'amener l'aqueduc jusque-là. C'est trop loin, ça va coûter beaucoup trop cher. Surtout pour des mini-maisons. Vous allez voir, ce sont des mini-maisons toutes petites. Puis que c'est de la location, on va y aller avec des puits individuels
des grappes de mini-chalets. Particularité aussi, on a un accès à l'eau, comme vous avez vu. Ce qu'on prévoit, on appelle ça marina, mais ce n'est pas une marina. C'est un petit bâtiment à l'intérieur duquel peut-être il peut y avoir quelques services de location d'embarcation d'été, avec peut-être l'accueil pour la location des mini-chalets. Mais c'est vraiment bâti. Maintenant, si jamais l'intérêt de la ville le suscitait, si la ville peut travailler en partenariat avec le promoteur pour permettre un accès aux citoyens de la municipalité, ça peut se négocier aussi, ça peut se travailler. Donc, vous voyez que de ce côté-là, au niveau de l'accès public de tout le monde à ce secteur-là, il y a plusieurs options qui se dessinent. Mais là, moi, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un projet privé. On s'entend? De même que la zone de conservation, elle est actuellement, ce qui est sur la table, il n'y a rien de décidé avec la municipalité, c'est privé. D'accord? Ici, on retrouve des petits refuges sur pilotis, 20 mètres carrés. Pourquoi? Il n'y a pas de route, juste accessible au vélo. Donc, les gens qui ne voudraient pas faire de camping, par exemple, qui préféreraient un peu comme les tentes Utopia ou ces concepts-là, là, ils peuvent louer une petite cabane avec des toilettes à compost et pas d'eau. Parce que pour avoir des toilettes à compost, on ne peut pas avoir d'eau. C'est encore une particularité légale. On va les détailler, les secteurs. Ce secteur-ci reste forestier, donc exploitation forestière. Il n'y a rien d'autre de prévu dans ce coin-là. De toute façon, on est dans la zone agricole, puis on est aussi en milieu. Il n'y a pas grand-chose à faire, on continue. Alors, les activités estivales prévues, observation et interprétation des milieux humides, je vous l'ai dit, randonnée pédestre, activités aquatiques, pêche, natation, canot, kayak, rabasca, planche, tidou, petit voilier. Bon, là, on vous l'a dit, des grosses embarcations interdites en raison de la profondeur, le vélo, l'initiation à la permaculture, puis peut-être un peu d'équitation, mais ça, c'est très accessoire, très secondaire. Puis au niveau des activités hivernales, il y a de la raquette, du ski de fond, du shotball, camping d'hiver, pêche sur glace, motoneige, mais motoneige sur la rivière seulement. Donc, pas sur le site directement d'accès. Sur la véloroute. Ouais, ils passent sur la véloroute, ils ont le droit. Non, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit, mais ils le font. Ils n'ont pas le droit. Ah, OK, on coupe le débat. La piste, elle sert à la rivière. La piste, elle sert à la rivière. On a marché, ça finit dans quoi? Non, je sais, ils font quand même. Je suis d'accord avec toi. Écoutez, c'est ce que je viens de vous dire au niveau des grandes affectations. C'est parce que la ville, elle doit avoir un plan d'affectation avant de faire son zonage. Donc, c'est au fond la délimitation des différentes zones. Là, vous voyez agriculture et foresterie en rouge. Conservation de la zone en vert ici. Résidentiel de ce que je vous ai parlé, là, le secteur où on peut construire un peu ici. Ici, on a du... voyons, vous allez lire ou moi je suis trop près? Récréatif résidentiel. Récréatif et de faible densité, ça c'est villégiature conservation ici et ici pour les petits refuges sur pilotis puis les grappes de mini-chalets. Ça, c'est un peu le détail au niveau des superficies. Là. Vous voyez qu'en fait, la zone de conservation, la zone verte ici, là, elle couvre 40% de la superficie. La zone agricole et forestière, elle couvre 38, un autre 40%. Donc ça, c'est un autre 40% aussi. Et en fait, ce qui touche la villégiature comme telle, donc les grappes de mini-chalets et les refuges, ces zones-ci ici, 10% de la superficie. Le récréatif pur, c'est-à-dire la marina, le secteur de la marina ici, 1%. Et le résidentiel, donc cette zone-là ici, ça 9%. Que ça couvre dans son ensemble. Mais ce n'est pas pour ça que 9% ici vont être complètement mis à nu, vous allez voir. OK, on continue. C'est important de comprendre les concepts de conservation. Parce qu'il y a plusieurs densités dans les objectifs de conservation. La loi sur la protection des milieux humides et hydriques, elle identifie des catégories de conservation. Alors, vous avez la préservation, vous avez la protection, l'utilisation durable. Je vous l'explique pourquoi, parce que nous, on se situe
dans cette catégorie-là. C'est-à-dire des usages de milieu hybride qui ne posent pas ou peu de préjudice à l'environnement, ni d'atteinte à la biodiversité. On n'est pas dans la préservation pure dure, à part la zone centrale. Les zones qu'on va mettre en valeur, on va utiliser ce concept-là, et c'est à partir de ces concepts-là que le gouvernement va dire, ben, OK, c'est pas vraiment, tu détruis pas, donc ta compensation, elle est raisonnable, elle va être raisonnable. Voilà, on continue. Compensation, je vais passer parce que ça devient extrêmement technique. Ce que je voulais vous dire, c'est que dépendamment du type de milieu précis dans lequel on va être, la compensation varie entre 9 et 25 $ le mètre carré. Donc, ça, c'est les détails de la zone résidentielle. Donc, je vous ai dit qu'on procédait par plan intégré. Tu peux mettre la diapositive suivante, j'en reviendrai à celle-là. Non, encore la suivante. OK. Alors, pourquoi des plans intégrés? Des plans intégrés, en fait, c'est comme un condo, mais au lieu d'être vertical, il est horizontal. C'est-à-dire que le terrain appartient à la communauté et les propriétaires sont uniquement propriétaires de la superficie sur laquelle repose leur maison. Et c'est géré par une charte de copropriété comme un condominium. Et le grand avantage de fonctionner comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de points de perte d'espace qui sont associés à la voirie traditionnelle. Parce que vous savez, quand on a des lots de 20, 30, 40 mètres de large, il faut faire des rues devant ces maisons. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déboiser, il faut mettre de l'asphalte, il faut l'entretenir, hein? Il faut refaire des chemins. Ça coûte énormément cher, même au niveau de la municipalité, des coûts municipaux. Alors, avoir un grand lot, finalement, il y a une petite façade, mais il est quand même très grand, mais on regroupe tout ce monde-là sur un même terrain. Donc, au fond, on bénéficie vraiment d'une économie au niveau des pertes d'espace. En plus, vous le savez, hein, quand on a sa maison, il faut être à X mètres de son voisin en avant, X mètres en arrière, X mètres latéral. Et tout ça, ces concepts de marge dans les plans intégrés, ça disparaît. On fait un peu ce qui est mieux en fonction du terrain. Grand avantage aussi. Donc, on limite le déboisement à la mise à nu des sols en appliquant la notion d'espacement entre les bâtiments plutôt que les marges de recul et des cours. On réduit les surfaces imperméables associées aux voies d'accès aux entrées automobiles individuelles. On s'assure que chaque bâtiment bénéficie d'un maximum de façades donnant sur un espace naturel. Eh bien, dans un plan intégré, on peut faire en sorte qu'il n'y ait jamais de voisin en arrière ou qu'il soit très loin. Alors, tout le monde a un accès direct à la nature et dans notre cas, ce qu'on visait, c'est un accès visuel à l'eau. Visuel, on s'entend, il ne faut pas couper les arbres, hein? Mais on a quand même cette présence de l'eau, même si elle est plus loin, même s'il y a des arbres, on n'est quand même pas face à une façade d'un voisin en arrière. Développer l'esprit communautaire, ça aussi c'est intéressant dans les plans intégrés, parce qu'on peut avoir des usages en commun dans la copropriété. Donc, je vous donne un exemple. On ne peut pas avoir de garage individuel, par exemple. Il faut que les garages soient soit en dessous du bâtiment, dans le cas du concept qu'on a développé, soit, mais si vous voulez vous regrouper ensemble dans la copropriété pour avoir un espace pour faire de la mécanique. Je sais que les gens, ils aiment ça dans la région, faire de la mécanique. Vous pouvez avoir un garage communautaire. Pourquoi pas? Ça permet ce genre d'usage-là. OK, on revient l'autre bord. Donc, voici en détail. Ce que je vous expliquais, donc, ce que vous voyez, ça, c'est les bâtiments. Maximum 100 mètres carrés de superficie au sol. Pas plus que ça. Okay. 2 voitures maximum. Je n'ai pas été jusqu'à 1, je l'ai fait à des places, mais si je me suis dit, non, je ne peux pas mettre une voiture, ça ne marche pas. 2 voitures maximum. Donc, 2 espaces de stationnement maximum par bâtiment. Et ça va être dans le règlement. C'est ce qu'on propose. Hein? C'est ce qu'on propose.
pas encore adopté, mais c'est ce qu'on propose. Autre particularité, c'est que pour convaincre le ministère de l'Environnement puis le Bureau régional de nous donner un CA pour le projet, on va faire en sorte, à l'intérieur de la charte de copropriété des plans intégrés, d'intégrer ce qu'on appelle une servitude de conservation sur terrain. C'est-à-dire que même si la copropriété, disons que ça c'est une copropriété ici, là, j'ai oublié de vous dire, on a une distance de 30 mètres par rapport à la voie ferrée qu'on a respectée. Ça aussi, on a été sensible à ça, parce qu'avoir un projet écologique qui est collé, dont les maisons sont collées à la voie ferrée, merci. Donc, on conserve 30 mètres par rapport au bâtiment, puis on propose de reboiser, redensifier la végétation qui est là à l'entrée, justement, pour refermer un peu le site. Donc, ce que je disais, oui, au niveau des particularités, c'est que la copropriété ne pourra pas décider si elle veut, par exemple, de venir déboiser ici pour faire X ou Y raison. D'accord? Par contre, le centre, par exemple, pourrait être une zone qui ne bénéficie pas de servitudes de conservation à l'intérieur desquelles des usages communautaires pourraient être faits. Donc, ça va garantir la pérennité, si on veut, de l'esprit de conservation à l'intérieur même des terrains privés. Ça se fait de plus en plus, c'est assez nouveau, mais il y a des exemples maintenant de servitudes de conservation sur terrain privé qui existent dans la jurisprudence et qui sont tout à fait peu contestables, parce que là-dedans, il faut vraiment que ça soit bien calé. Normes architecturales qu'on veut mettre en place, construction sur dalle ou sur pieux. On ne fait pas de fondation ni de sous-sol dans les milieux humides. C'est ça. Donc, c'est sûr qu'il n'y aura pas de sous-sol. Matériaux de revêtement naturel tels que le bois. Une forme de toiture adaptée au climat. Donc, idéalement, ça peut être des toitures plates aussi, là, mais bon, dans l'esprit, les promoteurs aimaient mieux les toits en pente que les toitures plates. Et construction, évidemment, éco-énergétique. On peut continuer. Là, je vous ai expliqué c'était quoi un plan intégré. Là, on retrouve 30 unités d'habitation. Ça peut être un seul plan intégré, ça peut être 2 plans intégrés, ou ça peut être 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est selon ce qui va être décidé ou négocié par le promoteur suivant les gens qui sont intéressés. Je ne sais pas, moi, s'il y a une famille qui décide de moi, je voudrais bien avoir celui-là, trois frères et sœurs, ou je ne sais pas, qui décident d'acheter la copropriété en ensemble, bien là, on leur fait un terrain pour eux. OK? Si, par contre, c'est un promoteur qui décide, un constructeur qui décide d'acheter tout ça, voilà, ça devient un plan intégré. Mais là-dedans, il y a beaucoup de souplesse. Là. Mais les particularités au niveau des servitudes puis des caractéristiques écologiques que je vous ai dit, elles s'appliquent à tous. Pareil. Madame Mathieu, je vous propose 5 minutes encore pour pouvoir avoir une période de questions. Parfait, j'ai fini, ça sent bien. On avance. Bon, ça, c'est le détail sur la zone de la marina des hébergements récréotouristiques. Vous voyez, je vous parlais de grappes de mini-chalets. On parle de les refuges ici, donc c'est des refuges sans service maximum de personnes. Ça peut être des dômes aussi. Des dômes, vous savez, les dômes géodésiques qu'on voit de plus en plus, là, tout à fait transparents, là, qui sont mis sur une plateforme de bois. Mini-chalet avec service pour 4 personnes, c'est dans cette partie-ci. Construction sur pilotis, implantation en grappe. Des exemples de type architectural. Ici, on voit au niveau des mini-chalets, en prise au sol, 40 mètres carrés maximum. Vous voyez l'esprit un peu. C'est du locatif, hein, surtout. Construction sur pieux, je l'ai dit. Norme architecturale, c'est les mêmes. Fenestration, beaucoup de fenestration avec la vue sur la rivière. Ça, c'est les concepts des petits refuges là, le long de la piste cyclable. Norme architecturale, écologique, matériaux, vêtements. Je ne vois pas ce que je pourrais. Oui, mais ça, je vais passer celle-là, c'est des explications par rapport à. Au niveau des services maintenant, parce que c'est quand même important, là, hein, c'est le nerf de la guerre. Alors, ce qui est actuellement sur la table, au niveau des eaux usées, pour les résidences,
les résidences, donc la zone résidentielle, là, les maisons de 3 mètres carrés maximum, système semi-collectif avec un aqueduc municipal. Par contre, dans ce cas-là, il a été prouvé que la qualité de l'eau, vous devez le savoir pour ceux qui restent dans le secteur de la rivière, 0, plus une barre. Fait que, il faudrait avoir l'autorisation de se raccorder à l'égout. Et ça demande un petit ajustement au schéma Allô, tu veux d'aménagement. dire? Allô? Allô, excusez-moi. Allô, oui. Ça commence à déparler. Le temps On n'a pas d'égout. le temps que j'avais- C'est pas grave, on t'en Une chalet en grave pour installation individuelle conventionnelle ou semi-collective, avec des puits collectifs. Les refuges, je vous l'ai dit, toilettes à compost, mais pas d'eau, on ne peut pas. Puis les bâtiments d'accueil, installation individuelle conventionnelle, appui alluviel ou l'aqueduc municipal. Je ne vous dis pas que si la ville, par exemple, embarquait dans le projet de la marina, qu'elle veut en faire un usage collectif, ben là, il y a tout intérêt à amener l'aqueduc jusque-là, hein, on s'entend. Sinon, si ça demeure privé, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'investir puis d'amener l'aqueduc jusqu'à. Remarquez que construire un aqueduc, ça revient moins cher que construire un réseau d'égouts. Ceux qui sont dans le domaine doivent le savoir. À partir du moment où on a la disponibilité en eau, bien sûr. Alors, je pense qu'on est. As-tu encore autre chose? Ah oui, les caractéristiques au niveau des chemins. Pas d'asphalte, tout en gravier. On utilise les emprises existantes, comme je vous l'ai dit, donc emprise du chemin, là, le chemin principal qui utilise la voie d'accès qui est déjà existante. On parle d'un 5,5 mètres d'emprise, accotement 0,5 mètres, fossé et nous, de chaque côté, revêtement gravier, réseau de distribution électrique dans l'emprise, pas à côté, parce que ça fait des saccages terribles. Quand vous mettez un réseau, vous savez, hein, quand Hydro-Québec passe et qu'il déboie sur de l'argent de 5 mètres, là, c'est vraiment pas ça qu'on fait. Accès mini-chalet aussi, c'est très minime. Donc, c'est une voirie minimaliste. C'est des exemptions. C'est une particularité du promoteur, c'est parce qu'à partir du moment où il va réutiliser les chemins existants, il ne devra pas payer de compensation, puis il ne devra pas faire de demande de CA32. C'est des délais épouvantables et c'est des honoraires épouvantables au niveau des professionnels qui lui permettent d'éviter. Mais on a essayé de rencontrer ces conditions-là aussi pour éviter cette embûche supplémentaire-là. Et il y a aussi des normes à respecter au niveau, par exemple, si on aménage des accès éducatifs, par exemple, à l'intérieur des tourbières ou des marais. Et il y a des normes à respecter, vous savez, là, c'est tout sur pilotis, avec des matériaux écologiques. Puis, c'est tous des détails, mais c'est pour vous dire que nous, on pense à ça, on va jusque-là, mais peut-être que c'est un petit peu trop vite pour ce projet-là, mais il faut que vous sachiez qu'on va aller dans ce détail-là aussi. Et voilà. Ça va? Ouais, j'ai pris pas tout à fait une heure. Merci. Merci. Merci, Fabienne. Il faut pas m'appeler.